Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement. Ce tournage se fait au Musée de la Civilisation, à qui on veut dire un gros merci. Mélanie, aujourd'hui, on parle des selles de voirie qui sont une réalité au Québec parce qu'évidemment, on a des conditions hivernales. On doit permettre aux automobilistes de rouler le plus vite possible. Au début, c'était des routes blanches. Nos grands-parents se promenaient sur la neige, puis un peu comme quand on va en campagne, souvent, on se retrouve sur un fond de neige. Et là, les gens, ils se sont habitués tranquillement à la ville où on mettait énormément de sel. Ça a un impact sur les milieux de vie. Ça a un impact sur les ruisseaux, les lacs. On veut aller vite à son travail. On est pressé, donc on veut pouvoir être sur fond sur l'asphalte. Donc, à certains moments, c'est beaucoup ça. C'est une question d'habitude puis d'adaptation aux conduites. Là. On semble pas nécessairement avoir trouvé d'alternative qui serait sans impact pour l'environnement. Hein? On dit tout le temps, là, dans n'importe quel élément, là, dans l'émission, si on parle d'éléments nutritifs, qu'on parle de contaminants d'intérêt émergent, c'est de réduire à la source si on veut qu'il y en ait moins dans l'environnement. Puis il y a des exemples quand même qui sont assez près de chez nous, là, qui sont des plans d'eau, des lacs, des rivières qui commencent à être menacés. Et le sel, on le détecte un peu plus facilement que c'était le cas il y a peut-être quelques années. Là. Il y a des lacs connus dans la région qui sont le lac Saint-Augustin puis le lac Clément. Depuis longtemps, on le sait, c'est connu que ces lacs-là sont affectés par les autoroutes et les routes environnantes puis qui ont de plus en plus de sel. En bout de ligne, pour l'écosystème, puis même quand on parle de cyanobactéries, les cyanobactéries vont se sentir attaquées par le sel et ils vont dégager des toxines, des cyanotoxines qu'on appelle. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de penser que le milieu va s'adapter. Il va s'adapter. Les poissons vont s'adapter. Les plantes aquatiques vont s'adapter. Mais est-ce qu'on veut avoir des milieux saumâtres? Est-ce qu'on veut que ça sente aussi la mer à côté de chez nous? Parce que c'est ça qui arrive. Là, quand on va voir dans l'émission, Chloé, elle disait qu'il y avait des odeurs. Bien oui, il va avoir les bouts de ces lacs-là, à un moment donné, vont dégager des odeurs. Écoute, je te propose d'aller écouter les entrevues et on revient avec justement certaines particularités du sel. Donc, on rejoint Chloé, une résidente du lac Clément. C'est ton spot, ça, là? Oui, je suis née ici, dans le milieu du lac. Oh, yeah! Non, mais pratiquement, moi, la famille à mon père est venue s'installer ici. C'était leur chalet. Ils habitaient à Sainte-Foy. À cette époque-là, c'était pas autant développé, mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment grandi avec le lac Clément depuis 30 ans. Là, t'es de retour à la source. Tu habites, je dirais pas où, mais t'es riveraine de ce lac-là. Chloé, ma première question, là, pour une fille comme toi qui a grandi ici, qui a vu le lac pendant tant d'années, qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui, peut-être, là, qui était différente de quand tu étais jeune? Bien, c'est sûr qu'on s'est beaucoup approprié le lac, surtout cet été avec la pandémie. Il y avait plein de monde, tout le monde a son quai flottant, c'est des moteurs électriques ici. Mais vraiment, il était vivant, mais en même temps, ça contrastait parce que je remarquais que les algues ont changé. Entre autres, c'est les algues de cyanobactéries qui prennent de plus en plus de place parce que le lac, malheureusement, il y a beaucoup de sel. C'est le sujet de l'émission. Ouais. Donc, quand on se baigne, il y a beaucoup de sédiments qui lèvent dans le fond du lac. Ça aussi, c'est un problème parce que les poissons ont moins de place pour vivre. Leur habitat a été réduit. Puis on remarque justement qu'il y a de moins en moins d'achigans. Quand j'étais jeune, il y avait des achigans dans le fond du lac Clément. Là, c'est de la barbotte parce que ça résiste, justement. Donc, plusieurs petits changements comme ça. Puis, tu sais, je me baigne, il y a de la vase, c'est ça qui rentre dans ton maillot de bain et tout. Malheureusement, ça rend l'expérience un peu moins le fun. Les lacs, généralement, au Québec, ils sont brassés 2 fois par année. Puis quand on dit brasser, c'est littéralement comme si on les virait à l'envers. C'est le vent qui mélange l'eau pour redistribuer tout ce qu'il y a dans la colonne d'eau un peu partout. Donc, ce qui est dans le fond de l'eau peut revenir en surface et ainsi de suite. Et ça, ce que ça fait de plus important dans un lac, c'est renouveler l'oxygène en eau profonde. Donc, l'oxygène, nous, on s'en sert pour respirer, mais les organismes aussi s'en servent pour respirer. Puis, on a besoin des mélanges de printemps et d'automne pour remettre de l'oxygène dans le fond du lac pour que les organismes puissent respirer toute l'année. Les sels sont très denses, sont très lourds. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mélanger de l'eau puis de l'huile. Ça se mélange pas. Ça se mélange, puis après, ça se sépare. C'est pareil avec de l'eau salée puis de l'eau douce. Donc, si l'eau salée vient, elle va être dans le fond du lac, puis le vent, il sera pas assez fort pour mélanger vraiment les deux. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le fond d'un lac, on peut ressortir le phosphore du fond du lac puis le remettre en suspension dans l'eau. Le phosphore,
C'est un élément nutritif qui est très important pour la croissance des algues bleues-vertes, qu'on appelle aussi des cyanobactéries. Ça, c'est quelque chose qu'on veut pas, parce que normalement, quand c'est oxygéné, ce phosphore-là, il n'est pas accessible. Donc, il ne peut pas permettre la croissance des cyanobactéries. Je sais que cette semaine particulièrement, le lac a eu vraiment une réaction étrange à cause des cyanobactéries. Ouais. On voyait la couleur verdâtre. Il y a des odeurs qui s'en sont dégagées. Ça puait, là, pendant une semaine et demie, puis ça sentait comme le poisson pourri. Je me demandais si c'était ça après ma barre. Puis finalement, à Giraud, on confirmait que c'était les cyanobactéries. Fait que ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui est concret. Mais en tant que résidente, là, pour ta qualité de vie, si c'est un événement qui est ponctuel, qui arrive une fois dans l'année, j'imagine qu'on peut vivre avec. Mais est-ce que vous avez des craintes qu'à un moment donné, le lac se dégrade tellement que ce soit comme l'état qui deviendrait permanent, ces odeurs-là qui se dégagent? Bien, c'est sûr, on veut pas un lac mort. Là, pour l'instant, il y a encore du brochet, il y a encore la barbotte parce qu'elle résiste, comme je le disais. Mais un lac mort, ça devient comme un étang. Ça a comme plus tant d'intérêt, si on veut. Puis on était passé aussi à la semaine verte. Il avait mentionné que même si on arrêtait de mettre maintenant du sel, ça pouvait prendre 40 ans avant que ça redevienne. Fait que je pense que ça a marqué aussi les gens. Le comité citoyen, ça a commencé à être parlé à ce moment-là. Là, il y a un comité citoyen qui s'est formé, exact, duquel tu fais partie. Oui. C'est quoi vos intentions, c'est quoi vos objectifs, dans le fond? C'est ça, parce que c'est un moindre mal, la boîte dans le maillot, on s'entend, mais il y a vraiment des répercussions, par exemple, sur notre eau, parce que tout le monde ici a des puits, parce qu'on n'est pas desservi par la Ville de Québec. Donc, l'eau va se retrouver avec beaucoup de sel, c'est soluble, le sel. Donc, même c'est la réserve d'eau potable de la Ville de Québec avec le bassin versant. Ça fait partie du bassin versant. Donc, c'est un problème pour nous. Oui, c'est important qu'on ait un comité citoyen, mais en même temps, c'est un problème pour toute la Ville de Québec parce que le sel se retrouve justement dans l'eau potable. On dit qu'il y a des problèmes de corrosion du côté de l'usine, mais aussi chez nous, il peut y avoir des tuyaux qui vont avoir de la corrosion plus rapidement. Ironiquement, souvent, les gens font des plaintes parce que les rues sont mal déneigées, alors que là, ce qu'on devrait faire comme plainte, c'est qu'il y a justement trop de sel sur nos routes puis ça se retrouve dans notre bassin versant, finalement. L'hypothèse qu'on avait au départ, c'est que les contaminants et les sels arrivaient au lac au printemps à la fonte de la neige parce que, comme tu l'as dit, puis comme on pense tous, la neige fond au printemps, puis l'eau de fonte, donc, arrive dans les lacs au printemps. Ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que quand il y a des redoux l'hiver, les jours où on est vraiment content parce que ce jour-là, il fait -5 ou 0 au lieu de faire -20, bien, la neige, elle fond quand même. Même si sur le bord de nos routes, dans nos cours, il y a encore de la neige, il y a une partie de cette neige-là qui est fondue. Et cette neige-là, elle emmène quand même des contaminants au lac. Donc, tout le temps où on épand des sels de voirie, chaque fois qu'il fait un redoux, même si c'est pas au printemps, même si c'est en février ou en janvier, ça l'emmène les contaminants au lac à ce moment-là. Donc, la montée du front salin, ce que c'est qu'à la pointe est de l'île d'Orléans, il y a une eau qui devient un petit peu plus salée. Ce que ça amène, c'est qu'il y a une possibilité qui existe. En fait, des études ont évoqué qu'avec l'hypothèse des changements climatiques, particulièrement une baisse du débit fluvial associée à une hausse du niveau des mers, on pourrait avoir un déplacement de ce front-là vers, finalement, les prises d'eau potable au fleuve de Québec et de Lévis. Ce qu'on a observé dans la première phase de l'étude, c'est que les pointes de salinité, parce qu'on a regardé les données météorologiques, les données aussi climatologiques, en fait, pour faire des comparaisons sur le moment où survenaient ces pointes-là. Puis ce qu'on a observé, c'est que les pointes de salinité survenaient lorsqu'il y avait des redoux hivernaux. Donc, lorsqu'il y avait des températures aux environs de 0 degrés Celsius, lorsqu'il y avait des précipitations sous forme de pluie. Et 2 ou 3 jours plus tard, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait des pointes de salinité. Donc, l'hypothèse, c'est vraiment actuellement, on ne peut pas l'affirmer hors de tout doute, mais l'hypothèse traduit bien le fait que lorsqu'il y a des redoux, probablement, il y a un certain lessivage des sels. Ces sels-là se dirigent dans les cours d'eau et ultimement, on observe ces pointes de salinité-là aux usines de production d'eau potable. En fait, ce que tu vas nous montrer, là, c'est un des ruisseaux qui vraiment est une source de sel pour le lac. Exactement. Il est juste à côté de la rue Étier où les gens descendent du boulevard Talbot. Puis il y a un autre ruisseau un petit peu plus loin.
Puis également, un autre ruisseau dans le fond complètement du lac. Celui-là, il n'est pas touché du tout. C'est vraiment un ruisseau sans sel, là. Super beau. Puis ici, ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que ça vient des nappes phréatiques parce que même l'été, l'eau va être salée qui arrive ici. Donc, malheureusement, on se rend compte que l'eau salée de la 73, du boulevard Talbot, se ramasse dans la nappe phréatique et ça fait que 12 mois par année, malheureusement, là, il y a du sel dans les cours d'eau qu'on a ici, là. Fait que dans le fond, là, les petits ruisseaux qu'on voit en bordure des autoroutes, là, c'est ici qui se terminent puis c'est ici qui aboutissent. Malheureusement, oui. Puis, tu sais, juste pour la portion de la 73, c'est 1,8 km. C'est 55 tonnes de sel qu'on met par année et abrasif. Puis ce sel-là, c'est une quantité, on s'entend, astronomique, là, énorme, là. mais une tonne, ça équivaut à 1,5 million de litres d'eau qui est contaminée. Wow. Donc, c'est pour ça que la nappe phréatique en subit les conséquences, elle aussi, là. Les sels de voirie sont constitués de chlorure de sodium, qui est la même chose que le sel qu'on a sur notre table dans la cuisine. C'est juste qu'il est dans un état moins raffiné. Et c'est la partie chlorure de sodium qui est dangereuse. Et elle, dans les milieux urbains, les chlorures, on en a plein d'autres sources. Évidemment, en tant que société, si on veut réduire les chlorures dans les cours d'eau, les sels de voirie, c'est la chose sur laquelle se focusser. Parce qu'à chaque année, au Québec, on en utilise 1,5 million de tonnes. Ça fait beaucoup. Salut Martin. Bonjour. Aujourd'hui, je viens m'entretenir avec toi parce qu'on parle de sel de voirie, on parle d'entretien des routes. Puis ça, c'est le métier que tu occupes. En tout cas, tu es en charge de depuis plusieurs années. Oui, moi, je travaille pour les entreprises Louville, ça fait 15 ans. Je suis responsable du secteur du nord de Charlesbourg, Notre-Dame-des-Laurentides qu'on appelle. Tout ce qui concerne le grattage, de la neige, des circuits prioritaires, puis des quartiers résidentiels aussi. L'entretien des routes, en fait, c'est vous qui en êtes responsable. C'est des mandats qui vous sont confiés, mettons, par la ville, par les municipalités. Parle-moi un peu de votre quotidien quand on annonce une tempête, quand l'hiver commence. Aussitôt que la tempête commence, bien, c'est les saleuses qui commencent les circuits pour les circuits prioritaires. Quand ça arrive à 5 cm, bien là, c'est les plus grosses machines qui font les circuits secondaires, les quartiers résidentiels, ces choses-là. Puis ensuite, bien, il y a les chenillettes qui font les trottoirs. Avant de parler des abrasifs, en fait, c'est cette espèce de suivi qui est fait par la ville parce que vos machineries sont équipées avec des GPS, donc on est capable de vous suivre en temps réel. En temps réel. Oui. La ville, ils sont capables de voir, puis nous aussi, que les entreprises de Louville, la saleuse est sur la route, est à tel endroit exactement. On la voit même circuler dans la rue en temps réel. Si les grattes sont levées ou baissées à terre, sont toutes capables de voir ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, puisqu'on parle de sel de voirie, d'abrasif, il y a des méthodes qu'on utilise depuis bien des années, puis graduellement, on s'est aperçu que ça avait des impacts sur l'environnement. Puis ça, c'est des choses dont vous êtes conscient, puis vous l'avez probablement vécu aussi dans votre métier. Oui. C'est quoi les grandes différences? C'est quoi les grands impacts, en fait, qu'on peut avoir? C'est sûr que lorsque une tempête de neige, pour minimiser l'utilisation des sels de déglaçage, on entend parler partout. On va prendre de la pierre abrasive, on va faire un mélange en économisant le sel, mais en faisant un compromis en mettant de la pierre. Quand la tempête est terminée, là, on va commencer à étendre plus de sel un peu. T'sais, on va augmenter notre niveau de sel pour remettre ça sur l'asphalte. Au niveau des sels de voirie pour la protection du lac, la partie qu'on a le contrôle, dans le fond, c'est quel genre de produit on va appliquer sur nos routes, à quelle fréquence, quelle quantité, etc., etc.
En fait, on parle beaucoup de sel de voirie, mais c'est rare qu'on va mettre du sel directement, là, à moins qu'il y ait vraiment de la glace. Normalement, c'est un mélange d'abrasifs, donc une petite pierre qu'on va mélanger avec une proportion de sel. Actuellement, les proportions sont de l'ordre de 5 à 10 Et on pense qu'à 5 on a une très bonne efficacité parce que l'objectif premier, c'est qu'en hiver, cette pierre-là, qui a une certaine humidité, va geler. Donc, on n'est plus capable de l'utiliser parce que ça fait des grosses roches. Mais quand on met une petite proportion de sel dedans, c'est plus facile de l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on va retrouver dans la rue actuellement. Donc, au niveau des produits alternatifs en tant que tels, le problème qu'on va rencontrer, c'est que c'est souvent des produits qui sont soit à base de chlorure de magnésium ou à base de chlorure de calcium. Dans les deux cas, ça reste des chlorures, ça reste des sels. Donc, ça reste problématique en termes de produits qu'on va rajouter, qui va se ramasser qui va ruisseler dans l'eau, qui va se ramasser dans les lacs. À partir de ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que le produit est moins dommageable que le produit actuel? Donc, il peut avoir un petit gain à ce niveau-là. Et l'autre question, c'est s'il a la même efficacité, parce que l'enjeu prioritaire, c'est vraiment la sécurité des usagers. Après ça, ce qu'on a regardé, c'est plutôt d'opérer différemment. Est-ce qu'on peut aller moins souvent épandre ce type de produit-là? Donc, c'est ce qui a été fait là, à la Ville de Québec, mais aussi au Lac-de-Lage et à Stoneham, c'est qu'on va aller de moins en moins souvent épandre ces produits-là selon certaines caractéristiques, selon certains paramètres. Puis je me trompe ou il y a une réglementation qui a changé avec le temps? À un moment donné, on s'est dit, là, le sel a trop d'impact sur l'environnement. Faut diminuer son apport dans ce qu'on utilise comme abrasif. Oui, ils appellent ça les écoroutes. Ouais. Ils ont diminué l'utilisation du sel. Le sel de déglaçage, si on veut dire pur, est utilisé seulement à la fin de la bordée de neige. On gratte plus souvent ces routes-là, puis on étend de la pierre durant l'accumulation de neige, puis le sel seulement en dernier, seulement à la fin, pour mettre ça sécuritaire pour les citoyens. Il n'y a pas de produit miracle qui vient remplacer les produits de base. Puis il y a des produits aussi, comme exemple le jus de betterave, qui a déjà été très intéressant dans le sens qu'on pense que c'est naturel, mais dans le fond, c'est sous forme de sucre. Donc, que ce soit du sel ou du sucre, ça va quand même créer une certaine problématique. On utilise maintenant moins de sel qu'on en utilisait avant parce qu'on a pris conscience que c'était potentiellement problématique. Et les deux paliers de gouvernement, donc fédéral et provincial, ont mis en place des codes de bonnes pratiques pour améliorer la gestion, l'utilisation des sels de voirie, pour qu'on en mette moins, pour qu'on en mette aux bons endroits, au bon moment, qu'on gère mieux les dépôts où on entrepose les sels pour pas qu'ils soient lessivés dans les cours d'eau directement avant d'être utilisés. Donc, on en utilise moins, puis pour ça, on a un moins grand impact qu'on en aurait si on n'avait rien fait du tout. Par contre, les sels, une fois qu'ils sont dans l'environnement, on ne peut pas les enlever. Ils ne disparaissent pas. Le sel, c'est pour ça que ça s'est accumulé. Puis que maintenant, au lac Saint-Charles, on en a 2 fois plus qu'on y en avait il y a 30 ans. Alors que dans un lac sur lequel il n'y a pas de route autour dans le bassin versant, les concentrations n'ont pas changé dans ces 30 dernières années-là. Donc, c'est vraiment causé par le fait qu'on utilise les sels sur le territoire. Puis ça ne va pas partir. C'est pour ça que c'est d'autant plus problématique, cet enjeu-là, parce qu'on ne peut pas juste aller dans le lac puis l'enlever. Éventuellement, si les concentrations se retrouvent trop élevées, il n'y aura rien à faire. Si on attend de dépasser le seuil puis de dire « là, on observe des effets négatifs » avant de prendre des actions, il va être trop tard parce qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des alternatives? Il y en existe. Est-ce qu'ils sont mieux pour l'environnement? Pas vraiment. Moi, je n'irais pas vers d'autres choses. J'irais quand même vers ça, puisque je pense que c'est le moins pire qu'on peut avoir. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas causer beaucoup de problèmes? Non. Mais je pense que c'est le mieux qu'on peut avoir, considérant ce qui existe en ce moment. On
on a trouvé peut-être une autre solution qui semble peut-être intéressante. C'est ce qu'on appelle l'utilisation des lames mobiles. Donc, actuellement, les véhicules avec les grattes qui vont enlever la neige, c'est une gratte fixe. Là. Et puis, ça n'épouse pas exactement la forme de la route. Donc, on va laisser plus épais de neige de par l'efficacité de l'équipement. Et plus épais de neige, plus on doit rajouter du produit. Donc, c'est là qu'on peut faire des économies en utilisant ce qu'on appelle des lames mobiles. Donc, c'est des sections de lames qui vont plus s'adapter aux différentes irrégularités de la route. Donc, en grattant de façon plus proche du pavage, on va laisser moins de neige, ce qui fait que la neige va fondre elle-même par le passage des véhicules, donc presque pas d'utilisation de produits déglaçants. En tant que citoyen, en tant que ville, il y a plusieurs petites autres choses sur lesquelles on peut se focusser pour réduire la charge totale de chlorure. Parce que même si c'est moins, beaucoup moins que les sels de voirie, reste quand même que tout ce qu'on enlève est enlevé. Donc, c'est bien. On s'intéresse au déneigement que la ville contrôle, mais quand on arrive dans les entreprises qui doivent donner accès à leur stationnement, que les gens doivent avoir accès à l'entreprise, les poches de sel que les gens vont jeter sur leur entrée pour éviter justement peut-être d'aller pelleter un petit peu plus, bien, cette quantité-là n'est pas mesurée, elle n'est pas connue. Là. Mais selon Environnement Canada, on parle de quelque chose comme 40 de l'apport en sel là, sur un territoire. D'un point de vue du citoyen, par exemple, si on pense aux piscines au sel, aux spas au sel qu'on épand sur notre entrée, aux abats poussières qu'on pourrait mettre dans notre rue pour respirer mieux, c'est toutes des sources de chlorure qu'on pourrait réduire à notre niveau, au niveau des villes, puis laisser les sels de voirie au niveau des villes puis des gouvernements à gérer. Chloé, en terminant, dis-moi pourquoi tu le fais, pourquoi tu t'impliques comme ça pour le bien de ton lac? Bien, c'est sûr que moi, quand j'étais petite, tu sais, je me promenais avec tout ce qu'on a ici, des pédalos, des paddleboards. Puis tu sais, j'aimerais ça, c'est sûr, voir peut-être mes enfants grandir là-dedans. J'aimerais ça que les gens aient encore le goût de s'établir au lac Clément. Tu sais, c'est vraiment un endroit paisible, là, tu le vois, les gens sont attachés à leur lac. J'aimerais ça vraiment que ça se poursuive, que ça ne devienne pas juste un étang vaseux. Ça serait vraiment dommage, puis ça me briserait le cœur, c'est sûr. Donc, ce que je retiens, Mélanie, de tout ce qu'on vient de voir, déjà, c'est la particularité du sel de ne pas disparaître, mais aussi une certaine détresse vécue et exprimée par Chloé, la résidente de Lac-Clément, qui craint réellement de perdre son lac, puis d'en subir des conséquences, évidemment, puisqu'elle est riveraine. Mais en fait, si un citoyen voit une détérioration à l'œil nu, là, il dit « Moi, j'ai vécu de 30 ans autour d'un lac, puis je vois », ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle, là, parce qu'un lac doit vieillir sur des milliers d'années. Donc, il faut prendre conscience de ça, là, que c'est nous, comme humains, qui a eu un impact, et trouver des solutions, là. Puis, le fait qu'on dit qu'il faut améliorer la qualité d'eau, mais il va falloir comme diminuer peut-être nos quantités d'utilisation de sel. Comment le faire? Bien, en fait, c'est beaucoup de la concertation, encore une fois. Là. Si on prend le projet d'écoroute qui s'est fait de Stoneham, qui passe par Lac-de-L'Age, puis qui va jusqu'à Québec sur le chemin de la Grande Ligne, bien, en fait, ça a commencé par Québec qui l'a fait. Donc, à l'échelle de toute une ville, on pourrait décider de faire des écoroutes, puis de se parler, puis de dire que ça va être une solution de diminuer le sel. Parce que là, on le fait sur le chemin de la Grande Ligne, mais dans le cas du lac Clément, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on dit qu'il faut faire des améliorations, mais il y a quoi? Il y a le réseau de transport de la capitale qui utilise le secteur, puis là, on nous dit, bien, eux, ils n'ont pas les bons pneus. Donc, est-ce qu'on doit comme changer les pneus sur les véhicules? Est-ce qu'on doit changer pendant l'hiver l'endroit où ils vont passer parce que c'est trop dangereux? Qu'est-ce qu'on dit à ces citoyens-là, en fait, qui ont beau faire les efforts qu'ils peuvent faire pour préserver la santé de leur lac, mais au final, en fait, le sel qui arrive, c'est le sel des autoroutes environnantes. Ça leur appartient pas, tu sais. Mais le cas du lac Clément est super intéressant parce que nous, ça fait longtemps qu'on le connaît, ça fait longtemps qu'on le dit. Les citoyens, on leur parle, on fait des suivis annuels. Mais ils savent, mais ça fait plusieurs fois, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ils se sont pas regroupés. Il y avait pas d'association. C'est récent qu'il y a une association de lac maintenant. Si on veut que les élus prennent au sérieux le cas du lac Clément, si on veut que les
fonctionnaires agissent. Il va falloir que les citoyens se mobilisent puis disent, moi, c'est pas un milieu de vie c'est un milieu de vie qui m'inquiète. En terminant, Mélanie, pour le lac Clément, ils se sont réunis, ils ont fait appel à des partenaires, mais si on avait d'autres téléspectateurs qui sont sur le territoire de la CMQ, qui constatent un changement trop considérable, que ce soit sur leur lac ou sur leur rivière, est-ce qu'on peut recommander à ces gens-là de prendre contact, dans le fond, avec les OBV de leur secteur ou avec d'autres partenaires comme ça? Bien, en fait, les organismes sont là justement pour accompagner puis faire régler des problèmes de concertation. Par exemple, ils pourraient aider à mettre en place un organisme sur le territoire. Ils pourraient aider sur une problématique à asseoir les intervenants ensemble. La principale chose pourquoi le gouvernement a mis en place ces organismes-là, c'est pour faire ce genre d'intervention-là de concertation, mais aussi les citoyens peuvent se prendre en main. Parfois, faire appel à un regroupement comme ça peut juste aider notre voix à être portée auprès des élus et des décideurs. Effectivement. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir.